Nous allons commencer la deuxième table ronde. Lors de la première table ronde, nous avons évoqué les menaces, essayer de qualifier, caractériser les menaces qui pèsent sur les démocraties. Et dans cette table ronde, nous allons commencer à évoquer les réponses et nous interroger sur le fait de savoir si la dissuasion est une réponse adaptée et en traitant la question de son efficacité pour défendre les démocraties. Est-ce qu'il y a une pratique démocratique de la dissuasion nucléaire ? Comment défendre les démocraties qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas des démocraties nucléaires, entre autres questions. Nous avons 4 panélistes que je vais présenter quand ils prendront la parole. Je commence par Dominique Mongin. Vous êtes historien, auteur, spécialiste de la dissuasion nucléaire française. Vous êtes le premier à avoir fait une thèse en France sur le programme nucléaire français, sur son histoire, et vous êtes l'auteur de Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est paru en 2021 aux éditions Archipoche. Je vous donne la parole. Merci Mélanie. Alors, mon intervention aura 3 points. En fait, en réponse à la question posée, la dissuasion nucléaire est-elle adaptée à la défense des démocraties? Donc j'aurai 3 points. Donc 3 affirmations. Oui, car c'est une arme strictement défensive. Oui, mais cela suppose une culture du secret. Et oui, mais à condition de ne pas être miné de l'intérieur par un pacifisme et a fortiori unilatéral. Alors, premier point, oui, c'est une arme strictement défensive. Et là, je voudrais faire allusion, pour commencer, au discours du président Poutine du 30 septembre dernier, lorsqu'il a fait référence, je cite, au précédent d'Hiroshima et Nagasaki. Le problème ici, c'est une tentative de réécriture de l'histoire. Ce précédent, il faut peut-être le rappeler, si l'arme atomique a été fabriquée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour contrer un régime totalitaire. Au départ, comme vous le savez, contre l'Allemagne nazie et ensuite contre le Japon. Donc c'était une contribution majeure contre le totalitarisme. C'est une contribution majeure au combat contre le totalitarisme. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas dans une option offensive. C'était pour terminer la guerre. Pour mémoire, je rappelle que s'est tenu ici en 2017, ça a été rappelé ce matin, un colloque qui s'appelait Dissuasion et Résistance et dissuasion, qui précisément voulait rappeler les fondements, en particulier de notre force de dissuasion, qui remonte à la résistance, avec le plus jamais ça. Et donc, si l'arme atomique a été utilisée, Hiroshima et Nagasaki, encore une fois, d'abord, il faut peut-être le rappeler, c'était à une époque où la dissuasion nucléaire n'existait pas encore. Elle va émerger pas avant la fin des années 1940, début des années 50 aux États-Unis, mais elle est utilisée en tant qu'arme super conventionnelle. Donc, ce qui fonde précisément ces 2 précédents pour la démocratie, c'est que l'arme nucléaire est une arme strictement défensive. Et ici, je voudrais mettre l'accent sur la prise de conscience précoce par les responsables politiques et scientifiques du caractère extrêmement sensible de l'arme nouvelle, et afin d'éviter précisément une éventuelle dérive sur le plan militaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les premiers travaux qui ont été menés dans le domaine des applications militaires de l'énergie atomique se font hors de l'institution militaire. Il a commencé en France avec Frédéric Joliot, Raoul Dautry, le ministre de l'armement de l'époque, ça je parle pour les années 1939-1940. Ensuite, en Grande-Bretagne, parallèlement, avec le Mode Committee, le programme Tuballoys, et ensuite, évidemment, le programme Manhattan, mais qui est lancé à partir de l'été 1942, et là, avec l'institution militaire. Mais jusque-là, c'est tous les travaux qui avaient été faits, c'est essentiellement avec des scientifiques et des politiques. Donc, la question de la moralité des applications militaires de l'énergie atomique est également posée très tôt, à commencer d'ailleurs par Frédéric Joliot, lors de son discours de remise du prix Nobel de chimie en 1935, qu'il reçoit avec son épouse Irène Curie, où il alerte sur les conséquences possibles d'une dérive des applications de l'énergie atomique. Dans le cas du programme Manhattan, on le sait qu'il y a eu aussi des alertes du côté des scientifiques, en disant, en particulier je citerai ici le rapport Frank en juin 1945, mais aussi la pétition de Léo Szilard en juillet 1945, juste après le premier essai aux États-Unis, le premier essai nucléaire, où précisément on disait, ces scientifiques disaient, mais il faudrait faire un test pour prévenir le Japon sur précisément la dangerosité de cette arme. Mais en même temps, donc là, ça veut dire qu'il y avait un véritable débat parce que d'autres scientifiques n'étaient absolument pas sur la même ligne, commencé par Fermi, Lawrence ou Oppenheimer, qui lui disait qu'il faut l'employer sans qu'il y ait un test de démonstration. Donc, in fine, il revient toujours aux décideurs politiques de décider, et c'est évidemment une leçon fondamentale.
Au cours de la guerre froide, on voit que face à la supériorité conventionnelle de l'Union soviétique en Europe, le nucléaire de défense a été le meilleur moyen pour inhiber le processus décisionnel de l'agresseur. Et là, on voit clairement que cela a été, et ça reste, un facteur de stabilité dans les relations internationales. Je voudrais ici citer également le général Vandenberg en août 1949 devant une commission du Congrès américain. Donc Vandenberg est chef d'état-major de l'armée de l'air. Et à l'époque, comme je le disais, c'est à cette époque que la doctrine de dissuasion est en train d'être élaborée. Et je cite, « La seule guerre qu'une nation peut réellement gagner est celle qui n'a jamais commencé. » Donc là, je pense qu'il faut sortir un peu du débat stérile sur un soi-disant manque de preuves de l'efficience de la dissuasion nucléaire tout au long de la guerre froide. Encore une fois, si pour les démocraties, l'arme nucléaire est une arme strictement défensive, il en va différemment, évidemment, du côté des régimes autoritaires, où là, on a parlé ce matin de sanctuarisation agressive. Moi, l'expression que je reprends assez souvent, c'est la stratégie de dissuasion offensive, qui me semble plus large et peut-être plus politique, et qui est évidemment pratiquée par les régimes autoritaires, à commencer évidemment par la Russie aujourd'hui, et également par la Chine. Deuxième point, oui, mais cela impose une culture du secret. S'il est légitime de poser la question « le secret est-il compatible avec la démocratie ?», à l'inverse, opposer le secret pour défendre la démocratie est également légitime, a fortiori dans le cadre des secrets militaires. L'objectif, évidemment, est de protéger la démocratie et, par conséquent, le système de valeurs qui nous rassemble. Ici, quelques exemples dans l'histoire sur la protection du secret. D'abord, elle est au centre du leadership américain pendant la Seconde Guerre mondiale dans le domaine des applications militaires, donc à partir du printemps 1942. Également, on l'a vu, et on l'avait vu lors de ce colloque Résistance et dissuasion, à travers la double allégeance qu'avaient les atomiciens de la France libre envers le général de Gaulle, et bien évidemment, mais aussi envers la Grande-Bretagne. Et il faut savoir que le général de Gaulle ne sera informé de l'état d'avancement de tous ses travaux pas avant juillet 1944, à Ottawa. Également, cette question du secret pose la question de l'ampleur de l'espionnage dans ce domaine, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour mémoire, je rappelle ici qu'en 2007, Vladimir Poutine a révélé, ce n'était pas connu jusque-là, qu'il y avait un espion qui était infiltré dans le programme Manhattan qu'on ne connaissait absolument pas, qui s'appelle Georges Koval. Et je pense que c'est en novembre 2007, c'est un hommage posthume qu'il rend à Georges Koval, pour montrer l'ampleur de l'espionnage soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale dans le programme Manhattan, mais c'était aussi évidemment pour faire passer un message évidemment vis-à-vis des régimes démocratiques. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Ça fait partie d'ailleurs de l'instrumentalisation de l'histoire. Donc on le voit, le rôle clé du renseignement dans la défense des démocraties, a fortiori face à des régimes autoritaires qui ont recours à la guerre hybride, l'espionnage, le sabotage, ça a été rappelé lors de la précédente table ronde, en appui de leur stratégie de dissuasion offensive. Et pour mémoire, je vous rappellerai ici que cette question de la guerre hybride n'est absolument pas nouvelle. Pour faire référence ici aux travaux du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale que présidait Jean-Claude Mallet en 2007, où on avait beaucoup parlé à l'époque, dans le cours de ces travaux, précisément des premières cyberattaques visant les pays baltes, donc en 2007. Une première connue, il y en a peut-être eu d'autres avant. Donc on le voit, le secret a également été bien sûr au cœur du lancement du programme nucléaire de défense française sous la 4e République. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, évidemment, la continuité qui s'est opérée sous la Ve République. Et on le voit très clairement que s'est élaborée, à travers cette continuité, une politique bipartisane en matière de dissuasion nucléaire. J'en reviens rapidement sur la question récurrente de l'accès aux archives relatives précisément au nucléaire de défense. Évidemment, le point clé, c'est éviter tout risque de prolifération. Et ici, je reviendrai évidemment au cri d'alarme que Thérèse Delpech avait lancé dès le début des années 2010, lorsqu'elle disait « L'arme nucléaire est en train de devenir non pas une arme obsolète, mais une arme du futur pour les puissances militaires émergentes, et à commencer par la Chine. » Donc tout ça pour dire que les archives, il faut les ouvrir en démocratie, bien entendu, mais il y a un cadre strict, c'est éviter évidemment la prolifération, et ça c'est un point fondamental. Au sein des régimes démocratiques, il est évidemment nécessaire de se prémunir contre une instrumentalisation de l'exploitation des archives. Le traitement rigoureux et scientifique des archives est d'abord une affaire d'historien. On ne traite pas l'histoire de la même manière dans les démocraties et dans les régimes totalitaires. J'en viens à mon troisième point rapidement.
Oui, mais à condition de ne pas être miné de l'intérieur par un pacifisme et a fortiori unilatéral. Bien entendu, le principe fondamental, c'est la liberté d'expression. J'ai cité tout à l'heure Frédéric Joliot. Frédéric Joliot, comme je l'ai dit, a eu un rôle capital dans les applications militaires de l'énergie atomique en 1939-1940. Ensuite, il faut peut-être rappeler qu'après Hiroshima et Nagasaki, et vous pouvez lire la une du journal de l'Humanité juste après, il dit c'est nous Français, hein, Frédéric Joliot le dit très clairement, Raoul Dautry également, c'est nous Français qui sommes à l'origine quelque part de l'arme nucléaire. Et voilà. Ensuite, effectivement, ça n'a pas empêché Frédéric Joliot, comme on le sait, de dériver vers un pacifisme, mais en l'occurrence, la liberté d'expression, elle s'est bien opérée. Et ici, juste sur la question de la moralité du pacifisme, je souhaiterais citer Paul Thibault, qui a été directeur de la revue Esprit, dans un article qu'il a écrit en juillet 1983, c'est-à-dire en plein cœur de la crise des euromissiles, dans un article qui s'appelait « Au-delà du pacifisme », je cite, « D'un certain côté, le pacifisme montre qu'il pourrait exister si l'exigence de moralité n'avait pas une tendance panique à se séparer de l'exigence de lucidité et à devenir ainsi réellement immoral. » Et à mon avis, cela rejoint le combat de Thérèse Delpech contre le désarmement intellectuel et moral face aux menaces militaires qui pèsent sur les démocraties. Et là, évidemment, on a rappelé ce matin le mythe des dividendes de la paix. Donc la question est, jusqu'où peut-on déconstruire une politique destinée à défendre la démocratie, a fortiori une politique de défense qui est votée par la représentation nationale? Et est-ce respectueux des principes démocratiques d'organiser des débats, je pense à certaines émissions de télévision complètement à charge sur le nucléaire de défense, sans débat contradictoire, et sans rappeler les raisons historiques pour lesquelles la France s'est dotée d'une force de dissuasion? Pour terminer, je dirais simplement que depuis 2017, avec effectivement le colloque Résistance et Dissuasion, il se trouve que je fais un certain nombre de conférences, beaucoup en dehors de Paris, donc autour de Tour de France, et je vois à chaque fois l'intérêt très fort de nos concitoyens pour ces questions, et en particulier pour l'histoire de la dissuasion nucléaire. Et voilà, donc je tiens à le rappeler, car le courant anti-dissuasion nucléaire est évidemment libre de s'exprimer en démocratie, c'est fondamental, mais on voit qu'il s'exprime uniquement au sein des démocraties. Et en regard, on peut dire qu'il s'exprime aussi parmi certains de nos partenaires européens. Et ici, je pense en particulier à 3 États qui ont signé et ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires, à savoir l'Autriche, l'Irlande et Malte, et évidemment sans aucune solidarité vis-à-vis de la seule puissance nucléaire au sein de l'Union européenne, qui est la France. Pour terminer, en conclusion, je citerai André Giraud, qui était ministre de la Défense 1986-1988, avec qui j'ai travaillé, pour qui, je dirais, la ligne de défense prioritaire première pour une démocratie, c'est sa défense militaire. Et il disait même, tout cela passe avant tout, même avant la sécurité sociale. Voilà, je pense que cette ligne, Thérèse Delpech ne l'aurait pas désavouée, loin de là, au contraire. Et en tout cas, cette ligne n'a pas changé d'un iota dans l'univers géostratégique que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Dominique. Je donne la parole à Chung Min Lee. Vous vivez entre Séoul et Washington. Vous êtes professeur au Korea Advanced Institute of Science and Technology et chercheur également à la Carnegie Endowment for International Peace à Washington. Donc je vous donne la parole. Thank you very much, Melanie. It's a real pleasure to be here in France in memory of Thérèse Delpech for the last 10 years. And I would like to tell the audience that my claim to fame is that I was Thérèse's best Korean friend. And the reason is very simple. She's the only Korean she knew. So therefore, we had this long relationship. What I want to do today is talk about a few points because I think here in France and here in Europe, they understand the importance of Asia, but not in a strategic context. And there are a number of key changes that are happening now. And the first is, I think, the entire nuclear debate and the nuclear ecosystem is, of course, very germane here in Europe, especially because of the Ukrainian war and Putin's nuclear threats. But it is shifting to Asia. And if you look at what Thérèse did in her writings and in her, I guess,
dealings with scholars and experts. She understood many years ago that Asia was rising and that the strategic debate was no longer just a quote-unquote a Western idea, that it was a global idea, and it has a very strong Asian component. And I think the Ukrainian war has, of course, reminded Europeans and the world that European security is not just dependent upon economic interdependence and commercial peace. That theory, in many respects, went out the door when Putin decided to, invade Ukraine. But we are, what I would argue, in this era, what I would call the beginning of a long Asian war. I do not want to scare the audience and tell you that we are on the verge of World War III in Asia, but I do want to tell the audience that whether it's Taiwan or Korea or on the Indian subcontinent, in the South China Sea, for example, we are going to see very, very dangerous crises that could lead to some type of conflict. And this is something that I think many Asians have thought about, but it has now global implications. Why? Because Asia today has the economic, military, and technology capacity that is far beyond, for example, even here in Europe. So that's number one. And I think if you look at the US-China construct, what I am reminded of all the time is, yes, I believe that President Xi Jinping, in many respects, is a very nationalistic, authoritarian leader. And of course, he sees the world in a profoundly different way. But I also believe that there are many people in the United States that don't really understand China. And many of my American friends are very surprised when China acts like a great power. So one American journalist asked me not too long ago, he was very upset that the Chinese were acting like, how dare they act like a great power? And I said, well, they've been around for 3,000 years. And minus the last 150 years, they were the world's greatest military and economic power. And so when you expect China to act within the purview of a liberal international order, well, that's great from our perspective, the democracies, but that is absolutely not what the Chinese leadership or the people see. And I think this is going to have a profound repercussion on American extended deterrence worldwide. The second key change that I see happening, I guess with more relevance to extended deterrence, is that non-nuclear NATO allies and non-nuclear Asian allies, which is all of them, Japan, South Korea, Australia, the Philippines, and Thailand, those 5 principal treaty allies in Asia. And I think, but in the back of their minds, they're thinking, my goodness, how long can American protection continue? And I think Brad Roberts and I were talking this morning. I think it was yesterday, they just released the nuclear strategy review, right, in the US. I've just skimmed over it, and the President Biden, goes into deep lengths about how he wants to really project American power in the Indo-Pacific. But we have, I think, a key problem, and the problem is extended deterrence is not 100%. It depends on the political judgment and the political assessment of the US president, whoever sits in the White House at that time. When Donald Trump was president, I believe he did more damage to the alliance than any other political figure in the world. That's very difficult for me to say as an ally of the US, but I believe in my personal judgment that Trump was, in that sense, an extremely dangerous president. If he gets reelected to the White House in 2024 and becomes president for 4 more years,
I think there will be profound repercussions for South Korean and Japanese security. So the political dimension of extended deterrence has changed, and it is changing, and that's a new reality that we have to accept. But I think for our American friends, this is something that they're still grappling with. The third is that if you look at extended deterrence in a very specific way, and I'm very convinced that very soon, North Korea will conduct its 7th nuclear test. And as you know, we have between South and North Korea a nuclear, non-nuclear agreement that goes back to 1991. And I think if they conduct a 7th nuclear test, that basic agreement was useless anyways from 2006 when they conducted the first nuclear test, and that is going to become much more, I guess, politically open in South Korea today. So what I see happening is that extended deterrence, if you imagine it, as I said yesterday at another meeting, if you imagine extended deterrence as a water balloon, I believe that that water balloon today has some critical holes, and the water is seeping out. And so the key question is, how do you remake deterrence that is stronger? That's something that I think all of us in this room have to really grapple with in the years ahead. One of the most interesting developments in South Korea over the last, I'd say, 5-10 years is a number of very, very different asymmetrical perceptions. So on the good news, every single opinion poll, 90 to 95% of South Koreans believe that America is our most important security partner. 85%, roughly speaking, believe that China is a security threat. But about 70% of South Koreans believe that we should have our own nuclear forces. Now, that is just thinking and not moving in that direction, because there will be repercussions if the ROK goes down the path of its own, as it were, force de frappe. But again, as I told you, if you do not understand the political context where Asian security is changing, you will not understand what the world is going to be in the next 15, 20 years. I think all of the old paradigms still matter, but the old paradigms are shifting even when we are speaking at this very moment, and it is shifting most dramatically where I am from, East Asia. So to conclude, I think one of the most important drivers of extended deterrence is what I would call the 3rd or even 4th nuclear age, and that is being driven by AI systems. And so we do not want to use nuclear weapons, fine, then we will use AI systems. Every single major Asian power today is engaged in very robust military modernization, and I would call this a new arms race. But the problem is governments will use AI systems or drones or robots or unmanned vehicles, and the list goes on, hypersonic missiles, I can go on, because that actually is going to give them a bigger bang for the buck. So to end my brief remarks, Therese's key legacy from where I stand is she saw the linkage between European and Asian security. That, I believe, is more relevant today than at any other point since the creation of NATO and the US-driven alliances in the region. And this is why I believe deep in my heart that the French have to really deepen the strategic dialogue and defense cooperation with key partners in the region, including Japan, South Korea, and even Australia, although there was a hiccup in the relationship. But I guarantee you that whatever happens in the world in terms of strategic developments, you must include Asia. And I think the Ukrainian war has also compelled Asians to wake up to the fact that European security has enormous implications
for the economic well-being and strategic stability of Asia. Thank you very much. Merci, Chang-Min. Je donne la parole à Philippe Pereira. Vous êtes directeur politique du Quai d'Orsay. Merci beaucoup, Mélanie. Je voudrais vous exprimer collectivement ma reconnaissance. Is it okay, the translation? No, please. Great. Pas simplement de m'avoir invité, mais de retrouver grâce à vous tant d'amis de Thérèse, et tant d'esprits qui ont nourri sa pensée, qui ont été nourris par elle, et tant de nouveaux visages, ce qu'elle aurait beaucoup apprécié. Si Thérèse m'a appris une chose, c'est de ne jamais esquiver les questions difficiles et d'essayer d'y répondre de manière aussi directe que possible. Donc de manière un peu scolaire, je vais essayer de répondre aussi directement que possible à la question qui est posée. La dissuasion nucléaire est-elle adaptée à la défense des démocraties? Et je voudrais le faire en 4 temps. Au premier abord, la relation entre dissuasion nucléaire et démocratie est une relation de tension poussée à l'extrême, à tel point qu'on pourrait presque considérer que les éléments consubstantiels de la démocratie et de la dissuasion sont incompatibles. On pense d'abord à la tension entre la responsabilité à l'égard de l'ensemble de la collectivité et le caractère nécessairement solitaire de la décision. On pense ensuite à la tension entre le besoin de cohésion de la communauté nationale derrière le décideur, qui suppose un certain degré de concertation, et le besoin de maintien du secret. Bien sûr, le secret sur certaines modalités d'exercice de la dissuasion, mais surtout, de manière plus essentielle, le secret concernant la définition précise des intérêts vitaux, ce qui rejoint le point précédent. Seul celui qui est investi du pouvoir politique suprême peut prendre la décision politique ultime, et il ne peut le faire que seul, puisque la soumettre au débat politique préalable et à la décision collective serait incompatible, à mon avis, avec la crédibilité de la dissuasion, a fortiori au moment de la crise. Et pourtant, deuxième temps de mon raisonnement, ces tensions ne sont pas nécessairement des contradictions. Un exercice efficace de la dissuasion est possible en démocratie. Contrairement à Dominique, je ne dis pas qu'il va de soi, je dis qu'il est possible à certaines conditions. Et je pense que la condition essentielle est de veiller à ce qu'on pourrait appeler un espace public de la dissuasion. Donc j'ai peut-être une vision légèrement différente de la notion de secret. Je pense que, bien sûr qu'il est nécessaire, mais encore plus nécessaire est la définition de cet espace public de la dissuasion. Parce que la question qui revient toujours, que ce soit en termes de doctrine, en termes de capacité, est celle de la crédibilité, et qui, en démocratie, est inséparable de la question de la légitimité de la dissuasion. Et donc le peuple peut non seulement, mais doit participer à la légitimation de ce qui peut être vu, à certains égards, comme une politique publique exorbitante du droit commun, qui est la légitime défense reposant sur la dissuasion nucléaire. Et on se focalise trop souvent sur la décision de déclencher le feu nucléaire, ou plus exactement, dans notre doctrine à nous, sur la détermination du fait que les intérêts vitaux sont engagés. Et bien sûr, il faut que l'autorité politique, qui a la charge de cette responsabilité immense, bénéficie d'une légitimité politique. En France, c'est grâce au suffrage universel direct. Je note que ce n'est pas le cas chez les 2 autres alliés occidentaux nucléaires que sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais se focaliser uniquement sur cette décision-là, qui est celle où la tension est la plus forte entre démocratie et dissuasion, c'est oublier qu'un outil de dissuasion crédible dans la durée est le résultat, comme l'a rappelé Dominique, d'une chaîne de décisions qui repose toutes sur des légitimations de nature différente, mais toutes ces légitimations sont en lien avec la nature démocratique du régime politique, qu'il s'agisse du financement du programme, qu'il s'agisse des décisions de détermination et d'ajustement de la doctrine, pour n'en prendre que 2. Et tout ceci ne va pas de soi. C'est pour ça que je dis oui à condition que. Parce qu'en démocratie, le critère de ce qu'on pourrait appeler le critère de l'autorité légitime, au sens de la doctrine de la guerre juste, suppose qu'un espace public ait été constitué sur les sujets liés à la dissuasion, et que cet espace permette des débats informés, des débats raisonnés, des débats rationnels sur les éléments constitutifs de la dissuasion, qui confortent leur légitimité grâce à des choix assumés par l'autorité politique après un examen nécessairement exigeant,
parce que ça en fait une condition de la crédibilité, par le contribuable, mais surtout par le citoyen. Donc, gros soupir de soulagement, je pense qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour s'en rendre compte. Oui, la dissuasion nucléaire peut être adaptée à la défense des démocraties, mais j'irai plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux menaces existentielles qui pèsent sur nos démocraties européennes, la dissuasion nucléaire peut non seulement retrouver un sens particulier, ça on peut être peut-être sur le panel en être convaincu, mais je pense qu'elle peut aussi trouver un soutien renouvelé. Après la fin de la guerre froide, et plus particulièrement à la fin des années 2000, on a vu l'aspiration au monde libre d'armes nucléaires de Barack Obama, le lancement du mouvement Global Zero, le lancement du mouvement sur les conséquences humanitaires de l'arme nucléaire qui a posé les bases de la renaissance du mouvement abolitionniste. Et je pense que tout ceci était rendu possible, au moins pour partie, par la fin de la menace idéologique contre les démocraties occidentales que représentait la fin de la guerre froide. La menace nucléaire était destinée à nous protéger de la menace totalitaire. Il s'agissait de deux menaces absolues au sens où elles étaient toutes les deux existentielles. Et le raisonnement était le suivant, puisque la menace totalitaire sur la démocratie n'existait plus après la chute du mur, la menace nucléaire n'avait plus lieu d'être. C'était un raisonnement fallacieux, mais c'était un raisonnement prégnant. Aujourd'hui, mon sentiment est que la menace qui pèse sur l'Europe occidentale de la part de la Russie n'est peut-être pas une menace totalitaire comme l'était celle de l'URSS, mais c'est de nouveau une menace militaire, explicitée dans les écrits, dans les discours publics de Vladimir Poutine, avant même son invasion de l'Ukraine, qui pèse contre l'Europe. Et c'est aussi une menace contre le tissu de nos démocraties par la Russie, notamment, bien sûr, grâce aux outils que sont tous les outils pesant sur nos sociétés en termes d'ingérence, et notamment dans le champ informationnel. Et son invasion de l'Ukraine, d'une certaine façon, matérialise cette menace par l'ampleur des crimes commis, par son côté guerre d'anéantissement. Il suffit de voir les cibles des frappes de cette semaine, en plus de toute la rhétorique négationniste, non pas négationniste au sens de la négation d'un crime, même s'il y a aussi la négation des crimes actuelle de la Russie et passée de l'URSS, mais la négation d'une nation. Et donc, d'autant par ce qu'elle représente, à nos yeux, l'Ukraine, que par la décision que nous avons prise d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, en fait, nous avons incarné et renforcé le sentiment que l'Ukraine se bat pour la défense des valeurs qui sont les nôtres et d'une certaine façon pour une identité qui est une identité européenne. Et donc ça peut paraître contre-intuitif, mais je pense que du fait de cette menace qui nous rappelle ce qui est en jeu pour nous, l'importance de pouvoir défendre nos propres intérêts vitaux prend une nouvelle actualité. Même si nous devions considérer que ces intérêts vitaux ne sont pas en jeu en tant que tels en Ukraine, la question n'est pas celle-là, c'est par rapport à ce que nous avons vu et par rapport à la suite. Et donc, au fond, notre réaction à cette guerre d'agression a permis jusqu'ici, et je sais que c'est un sujet qui a été débattu ce matin et dans des termes présenté en des termes différents de ceux que je vous présente, mais je pense que jusqu'ici, notre réaction a permis de tester et de renforcer cette autre qualité collective qui est essentielle pour l'exercice de la dissuasion, qui est la détermination. Il était tentant de tabler sur l'indifférence, sur la lassitude, sur la division des démocraties et les divisions des démocraties européennes, entre elles et en leur sein. Et Poutine a cédé assez naturellement à cette tentation. Il a cru pouvoir compter sur une asymétrie des enjeux, sur une asymétrie des volontés qui lui permettrait de nous intimider et d'obtenir par la menace que nous cessions notre soutien à l'Ukraine après le début de l'invasion et que nous cessions notre politique d'isolement économique et diplomatique de Moscou par les 8 vagues jusqu'ici de sanctions adoptées dans le cadre de l'Union européenne. Et il s'est trompé. Et il a même contribué à cette erreur, notamment par l'ampleur de ses crimes. Quatrièmement, de manière plus spécifique sur l'Ukraine, et mon voisin me pardonnera de me focaliser sur la sécurité européenne, ça ne veut pas dire que la sécurité asiatique ne l'est pas importante, mais juste pour revenir là-dessus,
Au fond, qu'est-ce que la guerre en Ukraine nous dit de la dissuasion et du fait nucléaire? Je voudrais partager 3 idées simples, parce que j'imagine que la discussion va porter aussi là-dessus. Premièrement, elle nous a appris que la fonction première de la dissuasion nucléaire, qui est d'empêcher la guerre majeure entre États dotés, a joué. Et rien ne nous amène à penser qu'elle ne continuerait pas de jouer. Il y a différentes manières de souligner cette réalité, qui ne se situent pas toutes dans le registre public, mais je pense qu'il faut commencer par cette donnée de base. Deuxièmement, avant même la première évocation du fait nucléaire par Vladimir Poutine, cette guerre avait déjà une dimension nucléaire, ne serait-ce que par la violation du mémorandum de Budapest et par l'ombre portée par le nucléaire sur l'ensemble de cette tentative de la Russie depuis 2014 et la Crimée. Et je vous renvoie à la remarquable tribune de Mélanie Rosselet du début du mois de février dernier, donc 3 semaines avant l'invasion. Tout ce qu'on a vu depuis n'a fait que le renforcer. Troisièmement, je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer le risque d'emploi de l'arme nucléaire dans ce conflit, mais c'est au moins aussi important, voire davantage, au point où nous sommes aujourd'hui, de ne pas le surestimer et de ne pas faire le jeu de Vladimir Poutine en servant de chambre d'écho à ces mises en garde nucléaires. Et aujourd'hui, nous voyons chez certains, en France ou ailleurs en Europe, ou ailleurs dans l'Occident, une combinaison de ce qui, à mon sens, sont des lectures trop rapides des références nucléaires de Vladimir Poutine et des conclusions erronées qui en sont tirées quant à l'attitude à avoir à l'égard de la dissuasion nucléaire en général. Parce que si la conclusion qui était tirée de cette situation est que la menace d'emploi de l'arme nucléaire, qui d'ailleurs n'a jamais été formulée en tant que telle par Vladimir Poutine, c'est plutôt une mise en garde, on peut revenir là-dessus. Mais si la conclusion qui était tirée est qu'une telle mise en garde justifie d'accélérer le mouvement de désarmement nucléaire et de délégitimation de la dissuasion nucléaire, ce qui est une tentation de certains en Europe, nous serions triplement perdants. Perdants d'abord en validant le comportement de Poutine et en le poussant à répéter de telles menaces la prochaine fois contre notre propre territoire et nos intérêts vitaux. Perdants en affaiblissant nous-mêmes notre propre sécurité parce que nous affaiblirions notre posture de défense et de dissuasion au moment où l'une des menaces les plus graves pèse sur l'Europe depuis n'importe quand, depuis la fin de la guerre froide. Et en affaiblissant, je pense aussi, notre capacité, pour ce qui est des 3 États dotés de l'Alliance, à assurer et à contribuer de manière décisive à sa défense collective, qui repose sur une capacité de défense et de dissuasion robuste, y compris nucléaire. Et ce faisant, nous accélérerions le mouvement évoqué par Dominique de délégitimation peut-être de l'arme chez nos partenaires européens, paradoxalement, et nous accélérerions le mouvement de délégitimation de la dissuasion, et avec un impact en termes de dissuasion élargie, je pense aussi. Et c'est là où je pense que c'est une autre manière dont les théâtres asiatiques et européens se rejoignent à travers cet affaiblissement de la dissuasion élargie. Et nous avons donc, je pense, très modestement, mais avec beaucoup de sérieux, une responsabilité partagée, y compris l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle, à lutter contre cette confusion. Pardon d'avoir été aussi long, je voudrais conclure en revenant sur la notion d'un espace public de la dissuasion nucléaire, comme condition nécessaire de la crédibilité et de la viabilité d'une posture de dissuasion robuste en démocratie. Ce qui était si singulier chez Thérèse, ce qui était si précieux chez Thérèse, entre autres, était que toute son œuvre, ses articles, ses ouvrages, toute son action, les débats qu'elle a nourris, les débats qu'elle a rendus possibles, les études qu'elle a rendues possibles, les étudiants qu'elle a formés, tout son être contribuait à ce but, nourrir un débat raisonné d'acteurs informés et responsables. Et parce qu'elle était profondément convaincue de ce que j'ai connu d'elle comme philosophe, de l'importance de penser, en faisant preuve de la même exigence vis-à-vis des autres que vis-à-vis d'elle-même, de penser en général et de penser la dissuasion en particulier. La dissuasion non pas comme un concept abstrait, mais comme cet extrême qui contient la violence dans les 2
sens du verbe contenir, je ne sais pas si ça marche en anglais, et de la manière la plus radicale. Et je pense que c'est cette compréhension intime des ressorts de la violence et cette obsession de la barbarie et du retour de la barbarie qui font qu'elle a constamment contredit Raymond Aron, qui considérait que, je cite, « Quiconque réfléchit et écrit sur les guerres et la stratégie élève une barrière entre son intelligence et son humanité. » Pour Thérèse, bien au contraire, la dissuasion nucléaire constituait le dernier rempart contre un déchaînement de violence dont nous aurions été les victimes directes et qui était inséparable pour elle d'un engagement humaniste au sens le plus profond du terme. Et c'est pour cela que les deux colloques organisés hier et aujourd'hui constituent, de mon point de vue, un hommage si approprié et si émouvant à Thérèse et à ce qu'elle nous a légué collectivement bien au-delà du cercle de ses amis. Et la meilleure manière de continuer à honorer sa mémoire et à lui rendre une part infime de ce qu'elle nous a donné, comme homme, comme femme, comme citoyen et pour ce qui me concerne comme diplomate, est de nourrir cet espace de pensée avec la même exigence que celle qui était la sienne vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de nous. Merci beaucoup. Merci Philippe. Je donne la parole à Brad Roberts. Brad Roberts, vous êtes le directeur du Lawrence Livermore National Laboratory, qui est relié à la NNSA, c'est-à-dire à l'équivalent du CEA, la dame française, aux États-Unis, si on peut dire. Et vous avez occupé différentes fonctions auprès des administrations démocrates dans les fonctions liées à la sécurité nationale. Je vous donne la parole. Thank you, Melanie. Thank you for the opportunity to participate in this discussion and to join in this important celebration of Thérèse and to join with this distinguished group that's already put a lot of interesting topics on the table for discussion. I have a slightly different way of thinking about an answer to the main question, so I'll set out my argument and look forward to the discussion. The main question, of course, is there a democratic practice of deterrence? And I define practice of deterrence in the American way, which is to say the practice of deterrence is about affecting the calculus of an enemy, the enemy's calculus of the benefits, costs, and risks of different courses of action, including the course of inaction. So deterrence is about shaping that calculus. It's not just about the nuclear component in the American view. And as practitioners of deterrence, it seems to me that history well demonstrates that democracies have both strengths and weaknesses. In crisis, well, their strengths are the following. In crisis, they focus intensely. If attacked in some way, they get angry and need to react. In long-term competitions, they can marshal tremendous resources. And in times of political need, they can produce wise and forceful leaders. In the Cold War, these strengths combined to enable success in a long-term campaign to deter Soviet aggression and to preserve nuclear stability. So what about the weaknesses? Well, there's more to say. And let me begin with Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 200 years ago. Quote, "It is especially in the conduct of their foreign relations that democracies appear to be decidedly inferior to others. Foreign policy demands scarcely any of the qualities that are peculiar to a democracy. A democracy can only with great difficulty regulate the details of an important undertaking, persevere in a fixed design, and work out its execution in spite of serious obstacles. It cannot await their consequences with patience." He also argued, to quote, "Democracy appears to me to be better adapted for the conduct of society in times of peace, or for a sudden effort of remarkable vigor in war, than for the prolonged endurance of the great storms
that best the political existence of nations. The reasons are very evident. Enthusiasm prompts men to expose themselves to dangers and privations. But without reflection, they will not support them very long. It is this clear perception of the future that is frequently missing in democracies. The people are more apt to feel than to reason. More apt to feel than to reason. A reluctance to accept risk, a lack of patience, difficulty in managing complexity, all weaknesses. We have the fine work of British historian E.H. Carr, who looked at the combination of these attributes of democracy, strengths and weaknesses, in his famous study of 1939 on the 20 Years' Crisis. In Europe, Hitler and Mussolini and their leadership groups observed the idealism of the democracies, their aspirations for disarmament, their internal divisions, their wavering commitment to the Treaty of Versailles, and their struggles to resurrect their weakened economies. Hitler and Mussolini then concluded that the democracies lacked the political will to defend their interests, and if attacked, would rapidly capitulate. So, despite the superior military capabilities of their adversaries, they attacked. Deterrence failed. Chung Min invites us to think about Asia in this discussion. There's an almost identical story in Asia with Japan and the leaders of Japan debating the same fundamental questions. Will the democracies defend themselves? They have the capability to, probably not. Failure of deterrence. Of course, the failure of deterrence in the Pacific came as a particular surprise to the United States. And in 1958, a study came out of strategic surprise at Pearl Harbor, and among the contributors was Thomas Schelling, and he wrote as follows: if we think of the entire U.S. government and its far-flung military and diplomatic establishment, it is not true that we were surprised at Pearl Harbor. Rarely has a government been more expectant. We just expected wrong. And it was not our intelligence warnings that were at fault, but our strategic analysis. We were so busy thinking through some obvious and plausible Japanese moves that we neglected to hedge against the choice they actually made. Further, he says, it would be reassuring to believe that Pearl Harbor was just a colossal and extraordinary blunder, mistake. What is disquieting is that it was a supremely ordinary blunder or mistake. In fact, blunder is too specific. It was just a dramatic failure of a remarkably well-informed government to call the next enemy move in a Cold War crisis. We made a terrible mistake of forgetting that a fine deterrent can make a superb target. An ordinary blunder by an expected government led to a catastrophic failure of deterrence. Of course, history shows that the leaders of these countries were wrong about the will of the democracies to defend themselves. But we paid a terrible price in blood and treasure to teach them that lesson. Now, that's all pre-nuclear. I would like to introduce one idea from the nuclear era that I think adds an important dimension to this discussion. Many of you will be familiar with Herman Kahn's book on escalation and his famous escalation ladder. Well, he encouraged his readers to not take too seriously the implication that the ladder would be approached in a very rational manner, that we would go up a step and down a step and across a step in some logical sequence. And he described the American people, the democracies more generally, as driven by a certain moral view of the world. Because of our own values and political orientation,
We tend to look at the world in terms of, in American slang, good guys and bad guys. And Herman Kahn wrote, when the democracies are finally roused to action, they might be willing to use extravagant force to expunge a hated evil. I would point out that after both Pearl Harbor and 9/11, the United States set out on wars in pursuit of total defeat of its enemies, unconditional surrender, regime removal, regime transformation. Now, it's of course possible also that democracies will not be roused to attack. Democracies too can calculate the benefits, costs, and risks of different courses of action, and sometimes conclude that inaction is the better course. This is the conclusion that President Ronald Reagan came to after the 1983 attack on the Marine barracks in Lebanon, when a couple of hundred soldiers were killed, and he simply brought the rest of the soldiers home. So enemies might hope that they can find this sweet spot in democracies where they can inflict enough damage to send us home, to retreat from the conflict, but not so much damage as to motivate us to use all the power available to us with extravagant force. And if convinced that they have found that spot, deterrence of their attacks would likely prove futile. Why do I go through this answer to this question? Well, I think it's the background to the current moment. Russian military experts have written for 2 decades about a strategy to sober but not enrage Western publics and leaders, sober us into recognizing the asymmetry of stake that they believe underpins any regional conflict on their border, asymmetrically favoring them. Their interest is more compelling. Ours might be very important, but not vital in the way their interest is vital to them. And so, to move to the conclusion of my argument, given both the strengths and weaknesses of the democracies, both strengths and weaknesses, our adversaries face a predicament. We are unpredictable. We might be the democracy that retreats and goes home. We might be the democracy that uses extravagant force. That sweet spot may be difficult to find. That may lead them to a miscalculation of a kind that began a world war. I hope that President Putin worries about this unpredictability of the democracies. There can be little doubt that he sees the democracies around him as weak, vulnerable, easily divided. There can be no doubt that his aggression against Ukraine is a result in part of his judgment that he would not be made to pay a substantial price. That judgment formed over a decade of deterrence failure, of weak Western responses to aggression against Georgia, against his violation of the INF Treaty, against his interference in our domestic political affairs. You know the list. It goes on and on. Now, we can hope that his deterrence calculus has been turned to our advantage by our alliance's resolve to assist Ukraine to defend itself, and by the alliance's separate actions to improve its readiness to defend itself if Russia chooses to expand the war to attacks on one or more members of the alliance. I hope also that President Xi Jinping and the leaders in Pyongyang and Tehran are watching closely. Therez's remedies for the weaknesses of the democratic practice of deterrence were simple and straightforward, as you would expect. Leaders, she argued, must provide the right political and moral context for the matter in dispute. They must recognize their responsibility to use the collective power of the democracies to shape the world as they would wish. They must maintain the hard power base to do that. The intellectual class, she argued, must bring the needed insights to the policy discourse. These ideas of hers made good sense when she first set them out in the 1990s.
In my view, they make even better sense today at a time when the strategic pirates have multiplied and where revisionist leaders in Moscow and Beijing have apparently gained the confidence in their abilities to take nuclear risks to roll back the order that we've built. Thanks very much. Merci beaucoup pour ces interventions. On a une petite demi-heure de débat. Peut-être je vais d'abord vous demander si vous voulez réagir à certains des points qui ont été faits par les copalénistes. Moi, j'avais aussi une question. Un point qui ressort de vos interventions, c'est que ce que Brad a expliqué, les démocraties ne sont pas prévisibles dans leur réaction. Il y a cette dimension du fait qu'elles ne sont pas conscientes, peut-être, de leur propre détermination, ou de ce qui pourrait être leur propre détermination dans certaines circonstances, qu'elles sous-estiment, leur propre ligne rouge, peut-être. Et que les sous-estimants, enfin s'il y en a, en tout cas leur détermination, elles risquent d'inciter les adversaires à les sous-estimer aussi. Et il me semble qu'il y a là un dilemme, c'est de dire, notamment dans le conflit en Ukraine, et qui n'est pas facile à résoudre, c'est qu'en s'interdisant dès le début d'intervenir dans le conflit et en répétant que nous ne voulons pas faire la Troisième Guerre mondiale, est-ce que nous n'incitons pas aussi Vladimir Poutine à faire un mauvais calcul et à recourir à des moyens qui, s'il les emploie, en réalité, nous l'obligeront à réagir et donc être dans une situation exactement que l'on voulait éviter. Voilà. Mais je ne sais pas si vous voulez réagir d'abord aux interventions des uns et des autres. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Brad lorsque vous avez parlé de Pearl Harbor. Juste pour rappeler qu'au milieu des années 1950, de mémoire c'est 1955, il y a eu le rapport Killian aux États-Unis qui lance un cri d'alerte. Faites attention qu'il n'y ait pas un Pearl Harbor atomique. Et 2 ans plus tard, il y a le Sputnik, et là où les États-Unis se sentent tout d'un coup complètement vulnérables. Tout ça pour dire que, et Chung nous l'a rappelé tout à l'heure, sur la dimension technologique, des ruptures technologiques peuvent arriver très vite, et il faut que les démocraties, évidemment, soient armées face à ça. Et je crois que c'est un message aussi important. Et deuxième remarque, juste pour Philippe, je n'ai pas très bien compris en quoi nous, on se différencie sur l'aspect du secret. Je crois qu'on est en phase, mais bon, je suis peut-être mal exprimé, mais je crois qu'on est parfaitement en phase sur la question du secret. Voilà, c'est juste une remarque. Non, vraiment très brièvement, parce que pour le débat, je ne pense pas que nos positions étaient contradictoires. Je pense qu'on arrivait au sujet de 2 angles différents et qui sont complémentaires. Il faut du secret et il faut un espace public. Je pense que les deux sont des conditions nécessaires de l'exercice de la dissuasion en démocratie. La question de Mélanie est la plus importante qui soit. Nous y avons jusqu'ici répondu par, au fond, la seule décision qui a été explicitement prise, qui est de ne pas intervenir directement dans la guerre. Je pense que ce qui a réduit le risque que tu mentionnes, c'est l'ampleur, la détermination et l'unité derrière le fait d'aider l'Ukraine et d'affaiblir la Russie sans intervenir pour autant dans la guerre. Je ne dis pas que c'est une réponse suffisante, mais jusqu'ici, ça a permis aussi, en appui ou en accompagnement de l'effort immense et des sacrifices immenses que font les Ukrainiens eux-mêmes, à produire les effets militaires, les effets diplomatiques en termes d'isolement, les effets économiques, et par ricochet, à cause des erreurs de Poutine, les erreurs de politique intérieure en termes d'affaiblissement, qui mettent aujourd'hui la Russie dans une impasse, avec moins de risques de révélation de cette asymétrie d'enjeux que si on avait pris la décision d'intervenir directement. Sorry, a comment to the extent I got the question
comment from you, Melanie. It seems to me that the response of the democracies over the last 12 years to President Putin, since the Munich security speech of 2007, has been increasingly wary and perfectly logical, but ended up having an impact on his perceptions we didn't understand. And that gap between our actions and their actual consequence, and the delay in our recognizing the consequence, de Tocqueville would tell us is perfectly normal. This is how democracies are. We believe in life, liberty, and the pursuit of happiness until you get in our way of doing that, and then we're willing to do ferocious things about it in response. So I do think we unwittingly fueled his perception that eroded deterrence. And I do believe that our actions since the invasion have surprised him. And that's a part of what a good deterrence strategy should do, to alter the calculus of an adversary. But I also want to add a comment on the nature of interests and stake in conflict. Political science teaches, at least American students, that interests exist. They're quantifiable. But in politics and in democracy, they're a political product of dialogue and debate. And we had no particular interest or stake in the security of the Korean Peninsula. And the Secretary of State famously gave a speech 4 days before we discovered an interest. And the President articulated an interest and persuaded the body politic that there was something at stake. And it seems to me a part of the function of leadership in a conflict-ridden international system, leaders must define our interests and articulate the stake in the conflicts for us. And doing that in an open public space, as Philippe argued, is essential to the credibility of deterrence. Thanks. Merci. J'ouvre... Oui, monsieur Guillaume. Ah, là ça marche. Donc une question pour les panélistes français. Vous n'avez pas cité le terme ambiguïté, et donc j'aimerais avoir votre vision sur débat public et ambiguïté, qui est quand même au cœur de la dissuasion. Et j'ai une question pour Brad. Vous avez parlé des réactions des démocraties, mais vous n'avez pas été jusqu'à la définition de la victoire pour une démocratie dans un conflit prenant en compte les aspects de dissuasion nucléaire. Peut-être le prochain bouquin. Est-ce que... Je prends une autre question peut-être, monsieur au fond. Oui, bonjour. Déjà, merci à tous pour votre intervention. Étudiant, j'avais une question. Est-ce que c'est possible si je la pose en anglais ou est-ce que ça va poser un problème par rapport à l'interprétariat? Mr. Minley and Mr. Roberts, I would like to kind of shift our focus back to Asia for a second and ask what sort of opportunities and partnerships in the months and years to come would you recommend that we pay attention to in terms of cooperation between France and the United States in the Southeast Asia Pacific theater? Thank you very much. Merci à tous. Merci. Une autre question et après, monsieur. My question is specifically for Chung-Min Lee. Would you not agree that though economic interdependence may not be the solution for peace, its opposite, which would be decoupling, economic decoupling, whether partial or total, could lead down to further conflict down the road? And could you maybe specify what the role of nuclear dissuasion is in this context? Thank you. Dernière question, monsieur. Dernière.
François Charles, IRCE. Alors, j'ai une question. Et si l'Ukraine avait conservé ses capacités nucléaires? Et puis une deuxième petite, je reviens sur le warning de tout à l'heure. Nous, on dit dissuasion nucléaire ou dissuasion tout court. Est-ce que la dissuasion est attachée au nucléaire? Et en anglais, on dit deterrence. En fait, ça solutionne peut-être la question. Peut-être dans le même ordre, Dominique À la question de Guillaume, moi, je vais faire une réponse en fait, assez rapide. Question d'ambiguïté des débats publics, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le débat public, en particulier lorsqu'on vote la loi de programmation militaire, lorsqu'on vote le budget chaque année, lorsqu'on parle de dissuasion. Je pense que les termes sont clairs. La seule chose, moi, ce qui me vient à l'esprit, ambiguïté et dissuasion, ce qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'on parle des intérêts vitaux. C'est là où il y a un seul espace d'ambiguïté. Il revient au seul chef de l'État de définir le périmètre des intérêts vitaux et de lancer une ambiguïté et de laisser une ambiguïté vis-à-vis d'un adversaire potentiel sur ce champ. Voilà, peut-être que Philippe a plus de choses à dire là-dessus. Thank you very much for the questions. On the first one, as someone who spent a long time in universities, I believe that if you look at where opportunities lie, it lies in the future in very specific internships and joint programs. For example, if you are able to identify universities and think tanks in key Asian states, whether it's in Japan, South Korea, Australia, or other parts of Southeast Asia, like in Singapore, that's where I believe you will be able to gain very specific insight as to what is driving the Asian theater. And so awareness plus integration and action is something that I believe that, for example, in your case, I don't know whether you're a French student or not, but I believe that there are avenues where you can specifically get very, very on-ground experience. I strongly urge you, because of AI, for example, you can have access to almost all of the Asian language journals that can be translated in real time into French or English, and that will be one way start. But I specifically suggest think of a very specific internship or partnership that you will want to engage in. On the second person's question, I agree fully with you. You know, the success story of Asia is very clear. We discovered the market and development. So Asians today are what? They're rich and capable. And so none of the Asians like war except North Korea. And so the key question is, however, commercial peace is, in my opinion, a necessary condition for peace, but not a sufficient condition, as we have found, for example, here in the Ukraine. And so, yes, we want more globalization in many respects. We want greater engagement with the Chinese economy and other economies in the region. But we are now realizing that economic interests alone simply do not determine critical national interests in the case of countries like China and, for example, the DPRK. Alors, sur la question de l'ambiguïté, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a indiqué Dominique. Sur la question de et si, what if, et si l'Ukraine avait conservé ses armes nucléaires, d'abord, pour mémoire, une chose était d'avoir des armes nucléaires sur son territoire, une autre chose était la capacité de pouvoir les employer. Mais c'est sûr que et c'est la raison pour laquelle ce qui était en jeu, c'était pas simplement le retour des armes directement sur le territoire russe, mais c'était l'accession au TNP comme État non doté. Mais bien sûr, si l'enseignement que tirent des États aujourd'hui engagés sur la voie de la prolifération nucléaire ou qui pourraient vouloir ouvrir l'équation stratégique vers cette voie-là, c'est vous renoncez à une arme nucléaire et à la capacité de diffusion et vous vous ouvrez à l'agression et à l'invasion, ce serait bien entendu déjà suffisamment grave. C'est la conclusion qu'ont nécessairement tiré certains en 2014 après l'annexion de la Crimée. Mais c'est la raison pour laquelle c'est d'autant plus important pour la suite que tout emploi d'armes nucléaires en Ukraine soit considéré comme ayant un coût tellement élevé
pour Moscou que la Russie en serait dissuadée au sens américain du terme, à la fois deterred and dissuaded. Autrement, au-delà des conséquences proprement catastrophiques en Ukraine et sur le sol européen, d'autres seraient non seulement tentés d'accélérer leur propre progression vers l'arme nucléaire, mais d'autres États qui pourraient penser qu'un usage soi-disant tactique ou un usage sur le champ de bataille à l'appui d'une manœuvre conventionnelle serait possible sans un coût exorbitant. Donc c'est, de mon point de vue, ça aussi l'enjeu aujourd'hui. In the interest of time, I'll comment on just two of the questions. Guillaume Schlemberger's question about what does victory mean? This is picking up a line of work that I've been engaged in the last few years. It appears to me that Russia and China have developed theories of victory, how to prosecute a war against their enemies that result in an outcome that improves their strategic position. And my belief is we don't have a theory of victory. We have some ideas about how to fight a war, but not how to train, how to combine campaigns of action into some outcome that our political leaders have set for us. And it seems to me the debate about what we're after in Ukraine and whether to negotiate and how to pressure Zelensky and all of that illustrates the basic point that we still don't know what victory means in this conflict or necessarily how to achieve it. And we hope that it's as simple as Russia loses and goes home. But it won't be that simple. But I think my thinking about what kind of victory we should be thinking about in this conflict is shaped by the debate about, well, what is the nature of the conflict? What war does President Putin believe he's fighting? We treat it primarily as if he's fighting a war that's about Ukraine. But if what he's doing is fighting a war that's about that's one campaign and a series of campaigns aimed at, over a longer period of time, addressing the 8 unacceptable conditions in the European security environment that he articulated in the context of the draft treaties of December. If that's what the war's about, then we must have a very different understanding of what victory is. For us, victory is turning back his efforts to reduce the sovereignty, to end the European security order and reduce the sovereignty of European states. Pretty basic. But I don't think we have agreement about what kind of war he thinks he's fighting, and it may well be that his view of the war he's fighting has had to change because of the poor performance of his military. On the other hand, Russian poor military performance is not new, and it persevered after terrible, terrible losses in 1939 and 40 and 41 and 42 to win. So, and on the question about Asia, the point I would like to pick up is the one Melanie very briefly referred to, which is that it's time to begin to think about the emergence of 3 major nuclear-armed peers. Russia, China, and the United States are not exactly military peers, but in the nuclear domain, pretty quickly they're going to be. When the New START treaty expires in 2026, China's delivery systems, its force, will be close to the New START force limits. Yes, the total number of nuclear weapons in their arsenal, still less than Russia and the United States, but the deployed operational force, much closer. And there's a tendency to treat the addition of China to this equation as to the deterrence equation as simply additive. One more problem to take account of in a multipolar world. And to be sure, it's that in part. And from a U.S. perspective, the developments in China's ICBM fields will drive
a decision about whether or not to increase U.S. nuclear forces. People think we're on a trajectory to further reduce the number. China's driving us off of that trajectory. We're going to be increasing the number of weapons that are deployed probably. I don't know how soon, but I think probably sooner rather than later. But that's an additive aspect of China to the U.S. nuclear deterrence equation. More importantly, China's emergence in this equation is going to be transformative. Elements of U.S. nuclear strategy will have to change. How we hedge against uncertainty, for example. Our arms control strategy must certainly change. But the practice of extended deterrence is going to have to change. The United States currently has two practices of extended nuclear deterrence. In the transatlantic community through the NATO nuclear sharing arrangements, and in the trans-Pacific context, we have promised our allies that we would make available globally to an ally anywhere U.S. forward deployable capability in time of crisis and war. The only forward deployable fighter bombers we have are forward deployed in Europe. And in a world in which a war with China will necessarily look to President Putin like an opportunity to do something militarily in Europe, Europeans are going to think that would be a bad time to withdraw dual-capable aircraft from Europe to go defend American and allied interests in Asia. So we are not going to have the leisure to have two separate extended deterrence policies. We're going to have a combined approach. And the United States does not have the military capability to provide robust regional deterrence in two regions against two major power challengers at the same time. We are going to be asking more of our allies to contribute to deterrence, not just nuclear, but also nuclear. And this, to me, points in the direction of a new division of deterrence labor between the United States and its 40 or so allies around the world, because a failure of extended deterrence in any one region is going to be seen to be a failure in all regions. And this will be a common problem for all allies. So it seems to me this is a complicated answer to a good question, but this is an emerging big problem for deterrence strategy, and it's one we don't have much time to get our thinking together on. Thank you, Melanie. Peut-être qu'on peut prendre encore deux questions, sauf s'il y a une réaction ou réaction. Monsieur, une question de femme dans la salle. Il n'y a qu'une femme qui veut s'exprimer. Ah, madame. Merci. Donc, je suis en chefferie de projet chez Thales. Je voudrais poser une question donc à nos acteurs français. Vous avez traité la notion de secret de manière assez exhaustive. Donc vous l'avez bien cerné, vous l'avez bien dimensionné, si bien que je me demande au final ce qui reste à ce qu'on appelle la transparence dans ce milieu-là. Voilà, donc j'espérais que vous puissiez apporter des réponses à ma question. Merci. Madame Isabelle. Merci, Isabelle Lasserre du Figaro. Il me semble qu'il y a un éléphant dans cette pièce, en tout cas depuis le début de la table ronde, c'est Emmanuel Macron et les propos qu'il a tenus hier sur la dissuasion nucléaire. Il me semble qu'on devrait en dire un mot, puisque c'est pile dans le sujet. Est-ce qu'on devrait vraiment dire, quand on est un président français, que si Vladimir Poutine utilise une arme nucléaire tactique, la réponse ne sera que conventionnelle? Est-ce que c'est gênant pour vous, en fait? Je vous propose de les traiter. On a 5 minutes, un petit peu. Brad, ou je sais pas, qu'est-ce qui veut s'exprimer? Oui. I don't speak for President Macron. Exactly what President Macron said? I don't speak for
anybody other than myself. Let me be clear about that. I'm not representing anyone's views. But the risk of Russian nuclear employment, which we don't know, of course, how big a risk it is, but we think it's rising. The risk is principally of Russian nuclear employment inside Ukraine rather than outside Ukraine. If it's inside Ukraine, it's very difficult for us to credibly threaten to retaliate by nuclear means because we haven't been attacked, and we would risk a significant widening of the war. It would be politically more possible to conduct a non-nuclear strike in reaction, potentially on Russian territory, on the basis from which a strike was conducted. But this would constitute a widening of the war and might prompt Putin to widen the war in response. We would look for some means to impose a significant operational military cost on Russia for this action. But there would be a strong counter-argument, which would be if President Putin employed a nuclear weapon because he's losing and he's trying to change the game, let's not assist him by changing the game. Let him lose. And so a non-response, and hope that history teaches the lesson that even nuclear-armed aggression doesn't produce a benefit for the aggressor. So what course of action we would actually choose, that our leaders would actually choose in a crisis like this, I can't predict. But I think that's the realm of the plausible range of options. Thank you. Sur ce point, moi, à titre personnel, je suis d'accord avec Brad Roberts et je pense que dire ce n'est pas les intérêts vitaux français, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction. Et au contraire, ça rend possible des options et ça évite des misunderstandings qui permettent des options de réaction fortes. Voilà. Et ensuite, voilà. Je dirais pas plus, mais voilà. Moi, c'est la manière dont j'interprète cette prise de parole. Oui. Sur la transparence, pour répondre à la question qui a été posée, moi je l'aborderai ici plutôt sous l'angle de la question des archives en tant qu'historien. Et pour nous, ce qui est fondamental, et on le voit très clairement, il y a une volonté politique d'ouvrir les archives, en particulier les archives qui concernent les essais nucléaires français dans le Pacifique. Simplement, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, il faut que cette ouverture soit nécessairement encadrée pour la bonne raison que, comme je le disais, il y a des archives même des archives qui datent des années 1960, c'est-à-dire la première génération des armes, ça intéresse des puissances émergentes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, tous les aspects techniques, il est hors de question que ces données soient rendues accessibles, parce qu'il y a un risque de prolifération évident. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir évidemment les archives, mais le verrou, c'est vraiment la question de la prolifération, et évidemment, dans certains cas, le fait que certains systèmes sont encore opérationnels. Voilà. Je suis d'accord avec Dominique, c'est-à-dire que ça dépend de la manière dont vous décrivez les choses. Tout ce qui peut être ouvert doit être ouvert. Je pense que c'est fondamental pour avoir, comme je disais, un débat raisonné et informé, et sortir des dichotomies stériles. Et tout ce qui doit être protégé doit l'être efficacement et effectivement dans un cadre qui n'est pas simplement le cadre législatif réglementaire, ou plutôt, pardon, la justification de ce cadre ne doit pas être simplement de dire c'est la loi et c'est le règlement d'application de la loi, il doit être compris et expliqué. Je pense que c'est possible et je pense que c'est nécessaire. Ça vaut pour les archives, la même chose vaut pour les décisions programmatiques, vaut pour les décisions budgétaires, vaut pour l'explication de ce que c'est que l'exercice de la dissuasion et pas simplement une addition de systèmes d'armes. On peut sans doute progresser, on doit sans doute progresser, mais je crois que c'est celui-là le cadre. Sur la question d'Isabelle, je ne suis pas surpris par la question, elle ne sera pas surprise par ma réponse.
qui est double. Premièrement, le cadre conceptuel dans lequel penser cette question est, de mon point de vue, exactement celui qui a été décrit par Brad. Deuxièmement, c'est le chef de l'État et le chef de l'État seul qui décident si les intérêts vitaux sont engagés ou non. Mais c'est une question séparée et une question différente et une question beaucoup plus étroite que le point qui a été présenté, celui que j'ai mentionné plus tôt, qui est quel serait le coût de l'emploi de l'arme nucléaire en Ukraine pour Vladimir Poutine. Et il est tout à fait possible, et c'est à cela que nous nous engageons individuellement et collectivement, de faire en sorte que le coût soit exorbitant par rapport à ses objectifs, sans pour autant devoir menacer d'une frappe nucléaire en retour. Yeah. If, and this is a huge if Vladimir Putin decides at some point to use tactical nuclear weapons within Ukrainian territory, and if the U.S., if I understood you, Brad, correctly, is if the U.S. could think about doing nothing, I think that would send an enormously dangerous and negative message to the entire free world. Now, I'm not saying that if that happens, the U.S. should, take out base X in Russia with nuclear weapons. That's not going to happen. But just imagine the fallout, Brad. For example, if U.S. did nothing when the Russians blew up a city with a tactical nuclear weapon. And that would be like the mother of all bad news. And I think if President Biden has said, to my recollection, 3-4 times, that he will defend Taiwan. Now, and I think that message will be worthless if the U.S. did nothing in the event of this catastrophic step that Mr. Putin could possibly take. I think it would be a terrible day for NATO and for U.S. allies in Asia. So which option looks better? That's the problem. These are all of the response options to Russian nuclear employment come with costs and risks, and dubious benefits. And to me, there's no obvious right choice and a bunch of bad choices. The usual business of public policy. There is certainly, as old as the study of war is the study of, at the end of war, does one side conclude that some punishment is necessary just for history, even if not really to win the war anymore? And I'm just arguing that I see my only point is I think there are a series of options, a set of options, that each have benefits, costs, and risks for us, and that and each of which have a theory of victory about how we shape the peace to follow what we hope to be the end of war. And any course of action will have some negative repercussions for the peace to follow. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos panélistes pour la qualité des échanges. Alors, un petit point. Alors, je veux vous applaudir déjà. Merci beaucoup. Et nous avons un petit point programmatique qui est le décalage de l'intervention de M. Gassillou vers la fin de l'après-midi. Donc nous pouvons aller déjeuner et soyons à l'heure, je vous en prie, à 14h pour la suite de nos échanges. Merci.